Ok, merci. Oui, je vais vous parler de l'expérience de Dijon. Alors, ceci sont mes liens d'intérêt. Alors, je vais vous parler d'une forme particulière d'hospitalisation de jour qu'on a mis en place et qui est dédiée à une prise en charge globale pour le patient et son aidant. Alors, ce n'est pas l'ensemble des AJ qu'on fait, mais c'est un type particulier. Les patients ont des EFR, ont un test de marche, ont une consultation médicale, évidemment, mais ils ont d'autres choses au cours de cette journée. Et alors là, je vais vous montrer, je suis désolé pour ceux qui ont déjà vu, une petite partie extraite d'un film qui a été montré aux journées de PID à Lyon en juin pour vous présenter les autres acteurs. Et là, je clique dessus, Céline, c'est ça? Non. Alors, je clique avec le... Ouais, super. Nous sommes une équipe de 3 infirmières en AJ maladie rare, à peu près 40% en AJ maladie rare et consultation, et 60% en soins intensifs de pneumologie. Et Christelle, 25% en maladie rare, et puis en tout on forme un temps plein. On forme un temps plein, voilà. Les AJ maladies rares qui se déroulent le lundi s'articulent autour de plusieurs intervenants, une diététicienne, un APA, un enseignant en activité physique adaptée, des EFR, une psychologue, une consultation infirmière avec un test de marche et des gestes techniques, par exemple une prise de sang en lien avec un suivi de médicaments ou une mise en place de médicaments, de protocoles de coopération sur l'oxygénothérapie 6 patients atteints de fibrose. Des maladies je vous reparlerai du protocole de coopération oxygène après, dans la deuxième partie du topo. Atypiques. On les revoit tous les 6 mois, en moyenne, sauf les patients qui sont très stables. On les revoit au bout d'1 an. Notre rôle commence parfois dès l'annonce d'un diagnostic. Donc on peut être là pour l'annonce, pour le suivi des pathologies, pour avant le diagnostic. Donc en fait, notre panel est assez large. Et on reprend tout avec le patient, on réexplique le traitement, les conditions pour le prendre, les effets indésirables et le suivi en termes de prise de sang. On fait de la prévention. On fait de l'éducation thérapeutique et on leur donne en fait un certain nombre de documents, entre autres un petit triptyque avec notre numéro de téléphone. Et puis on leur rappelle bien qu'on est joignable et qu'à tout moment ils peuvent nous appeler en cas de souci, ce qui arrive régulièrement. Le suivi téléphonique est vraiment très important également. Ça fait partie d'un maillon de la bonne prise des médicaments, puisqu'ils savent qu'on est là pour eux et qu'on s'adapte au quotidien dans leur prise en charge. Parce qu'ils peuvent nous appeler, mais nous on les appelle aussi. Qui est riche aussi. Si un patient nous appelle en nous disant « je ne suis pas bien », ça nous arrive très régulièrement d'hospitaliser des patients de façon urgente sans qu'ils passent par leur médecin traitant et sans qu'ils passent par les urgences de n'importe quel hôpital. Donc ils ont directement une place dans un service de pneumologie, souvent dans les 24 heures. Quand on accueille les patients, on leur présente leur planning. S'ils veulent joindre un autre intervenant, ils passent par nous, bien, toujours, et on fait le lien. Mon rôle, c'est de voir les patients sur une demi-journée. Je fais un bilan nutritionnel pour les premières consultations. Mon objectif, c'est vraiment d'éviter la dénutrition, d'où l'intérêt de faire un bilan à chaque fois. On a un suivi régulier à peu près tous les 6 mois, donc c'est assez bénéfique. Les patients qui ont un suivi nutritionnel restent plus longtemps sous traitement, par le fait qu'on essaye de les conseiller pour éviter ces fameux effets secondaires. L'entretien psychologique, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. J'ai rencontré ces patients sur différents temps de leur maladie, dès l'annonce de leur pathologie, au moment aussi des exacerbations quand ils ont plus de difficultés. D'autres arrivent un peu plus tard en cours de route puisque parfois n'ont pas voulu bénéficier de ce temps. La toute première séance, je choisis de ne pas lire leur dossier médical non plus pour avoir une approche en fait plus neutre. Ça va être très intéressant pour avoir accès au contenu, au roman, ce qu'on appelle le roman de sa maladie, donc sa propre mise en sens, comment
cette maladie prend part dans son quotidien, dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle. Parfois, il y a des différences entre ce que le patient comprend de sa pathologie et ce qu'il en est vraiment quand on échange avec le médecin. Pour mesurer les gains, les bénéfices, ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a aussi parfois des patients qui le disent spontanément. Ça m'a fait beaucoup de bien. Puis il y a aussi le suivi où on voit les personnes qui évoluent, qui au départ étaient beaucoup plus fermées, plus isolées, pour qui c'était difficile de mettre en mots l'impact de l'accompagnement psychologique sur l'observance du traitement, sur leur implication aussi. Je pense qu'il est réel. Je le vois en fait dans ma pratique quotidienne. Je vais surtout évaluer les patients, je vais pouvoir leur donner des conseils, des exercices un peu types avec des fiches que j'ai préparées en amont, des supports aussi pour qu'ils puissent avoir les recommandations écrites noir sur blanc en plus du compte rendu écrit que je leur enverrai, et les sites où ils peuvent retrouver justement tout ce qui sera activité physique adaptée, en libéral, en associatif, en club, pour qu'ils puissent trouver au plus proche de chez eux une activité physique. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une meilleure adhésion aux soins parce qu'il y a une meilleure compréhension de l'activité physique. Donc en fait, vous l'avez compris, les infirmières vont remettre des documents. Donc il y a ce triptyque avec en rouge leur numéro de téléphone et les patients peuvent les joindre vraiment sans passer par notre secrétariat toute la semaine de 9h à 17h. Elles vont donner tous les documents d'association de patients et notamment les documents de la FPF, d'autres documents d'information. Et puis toutes les ordonnances sont passées en revue avec l'infirmière lors de cette journée. Ensuite, on a bien sûr une réunion de synthèse avec un croisement des informations. Alors ça, c'est toujours extrêmement riche et avec des ressentis complètement différents. Hier, il y en avait une avec un patient qui me paraît toujours procédurier, c'est toujours une angoisse de le recevoir en consultation, on a toujours l'impression qu'il y a de l'agression. Et en fait, le retour de la psychologue, c'est il va mal, il est complètement angoissé, il faut l'aider. Et donc, ça change la perception de ce qu'on peut avoir. L'APA, hier, m'a dit « Je suis persuadé qu'il a un syndrome d'apnée du sommeil ». Et ça, moi, dans la consultation, je ne l'avais pas forcément raté, donc on va l'explorer. Donc, c'est très, très riche pour tous, pour les échanges. Les patients peuvent déjeuner ensemble s'ils le souhaitent, et ça aussi, c'est intéressant pour eux. Et puis, ça se poursuit bien au-delà de l'AGJ, puisque donc, ils peuvent appeler l'infirmière pour la mise en route du traitement, pour donner le feu vert, parce qu'on a fait un bilan hépatique et on attend le résultat, et le lendemain, elle l'appelle en disant « C'est bon, vous pouvez aller à la pharmacie ». Pour les effets secondaires, elles sont beaucoup appelées pour notamment des problèmes de diarrhée très régulièrement ou de gestion du bilan hépatique. Mon chiffre d'azat est à 93, qu'est-ce que je fais, etc. Et puis, les patients peuvent contacter la diète et la psychologue aussi par téléphone par la suite. Alors, ce n'est pas des AJ diagnostiques, c'est pas les AJ, on a des AJ diagnostiques avec des examens, des scanners. Là, on en fait très, très peu. Et la situation idéale pour celle-ci, c'est soit la mise en route d'un traitement, soit dans le cadre du suivi. C'est là où ça fonctionne vraiment le mieux. Et alors ça, c'est une diapositive pour les chefs de service. C'est jouable, c'est possible. Voilà le ME que m'a fait mon contrôleur de gestion sur une seule journée, d'accord, avec le coût du médecin, le coût de chaque intervenant sur une journée par semaine, la diète, etc. Les charges, les 30% de charges récupérées par notre CHU. C'est un bilan positif. Et là, c'est un bilan positif avec le salaire d'un vieux PUPH. C'est-à-dire que si vous avez un jeune PH, vous êtes bénéficiaire à plus de 20 000 €. Un jeune MCU ou un... Donc, en tous les cas, vous pouvez vendre ça auprès de vos directions, c'est possible et c'est finalement rentable. Ce n'est pas le problème, mais ça peut aider. Et donc, on a parlé tout à l'heure d'un protocole de coopération entre professionnels de santé. Et donc, dans le service, grâce au professeur Marjolaine Georges, on a mis en place une consultation de titration en oxygène et de suivi des patients pour insuffisance respiratoire chronique par une infirmière. Donc, il y a 3 infirmières déléguées, c'est les 3 que vous avez vues ici. Donc ça, c'est une diapositive que Marjolaine avait fait pour présenter le projet en CME. Et le dossier, bien sûr, a été déposé à l'ARS et a été validé pour expliquer la complexité pour le patient de la mise en place de l'oxygénothérapie avec tous les dispositifs et l'adaptation médicale qu'on doit faire pour ce patient. Donc c'est nos infirmières qui le font, qui passent du temps, soit en AJ, soit à d'autres moments.
Et donc voilà les activités, leur responsabilité, c'est-à-dire qu'elles choisissent le matériel adapté aux besoins et à l'environnement, elles paramètrent le matériel à l'effort, elles réalisent un test de marche avant et sans, et avec le matériel adapté, elles font la prescription de l'oxygénothérapie de déambulation. Ça, c'est une diapositive plus technique, c'est ce qu'on doit faire pour maintenir la validité du protocole, c'est-à-dire qu'on doit revenir vers nos ARS régulièrement pour montrer que ça a été fait correctement, le nombre de patients, etc. Bon, on a débuté il y a quelques mois. Et puis voilà, ça aboutit à ça. Alors, vous ne pouvez probablement pas lire du tout ce qu'il y a, mais en fait, l'infirmière fait un courrier où elle montre qu'elle a évalué le patient, qu'elle a vu comment, enfin, elle a recherché comment, dans quel était son contexte d'habitat, est-ce qu'il y avait un poêle, etc. Quels étaient ses besoins. Elle a choisi le dispositif qui permettait de maintenir une saturation correcte pendant le test de marche. Donc là, ça avait pris du temps et finalement, ça se finit par de l'oxygène liquide. Et elle fait la prescription et elle le rappelle 15 jours après. Et je crois vraiment que pour les patients, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils ne repartent pas avec un papier et un numéro de téléphone de prestataire. Donc en pratique, c'est un bénéfice a priori évident pour le patient et son aidant, j'en suis persuadé. On a besoin de l'évaluer, on n'a pas encore mis en place une évaluation sérieuse pour le valider. C'est très important, je pense, pour la mise en route et le suivi du traitement, avec un lien qui perdure après l'AJ. Et puis aussi, Karine l'a dit à un moment donné, pour la gestion des exacerbations, si les patients sont moins bien, ils nous appellent facilement. Bon, le problème, c'est que ça se fait que sur une seule journée. Vous avez vu, c'est quand même très demandeur de temps. Donc, il faudrait qu'on arrive à le développer sur plusieurs jours, puisqu'on ne prend que 6 patients. Je pense qu'on pourrait en prendre 8, mais on perdrait en qualité. Alors, pendant ce temps-là, quand même dans le ME, il y a aussi, je fais aussi des consultes le même jour en parallèle, donc ce qui rajoute au bénéfice pour vendre le projet si vous le souhaitez. Ça mobilise une équipe, et il nous manque une assistante sociale. Mais il y a un énorme intérêt aussi professionnel pour les équipes. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être juste avant, une première question, la même que j'avais eue au JPID. C'est 6 patients par semaine, du coup, ou par demi-journée. La priorisation, comment vous choisissez de les inscrire à ces demi-journées? C'est bien évidemment notre problématique majeure. Ce que j'ai dit, il faut essayer de se centrer sur les mises en route de traitement. C'est vraiment là, c'est très, très intéressant. Puis on voit au fil du temps, il y a des patients qui vont spontanément dire non, mais moi je préfère venir sur un temps plus court, j'ai pas besoin de tout ça. Et d'autres qui sont demandeurs. Enfin, il y a un tri qui se fait assez spontanément finalement. Il faudrait qu'on en ouvre d'autres de ce type-là. Philippe, merci pour le topo. Je n'ai pas saisi combien de patients pour que ça soit rentable pour la... 6. Là, le calcul est fait avec 6 patients. Oui. Plus 4 consultations côté, alors je ne sais pas comment on dit, C3, là, quand même des consultations de professeurs. Voilà, donc ça fait 10 patients vus médicalement sur un peu plus d'une demi-journée, mais il n'y a que 6 patients qui sont cotés HJ. Il faut que ça soit ouvert du lundi au vendredi? Non, c'est une journée. D'accord. Sur l'oxygénothérapie, les observatoires actuels montrent que sur des prescriptions de 15 heures par jour, on est à peine à 10 heures. Tu penses que ça permet d'augmenter l'observance? Tu as une petite idée? J'ai bien compris que tu n'avais pas les résultats. Non, je n'ai pas les résultats. Je pense que c'est très utile pour la mise en place de l'oxygénothérapie de déambulation pour nos patients atteints de fibrose pulmonaire. C'est là quand même plus que pour l'oxygénothérapie de longue durée avec les 15 heures par jour. Mais je ne peux pas répondre à ta question.